bonjour à tous, merci et bienvenue sur le stand de Co-Farming. Nous allons passer une petite heure ensemble autour d'une table ronde qui est dédiée à l'accompagnement des artisans et des agriculteurs dans les transitions agricoles, énergétiques et environnementales. En fait, à ce titre, Agriterra a été créée, une société qui a été créée par Steve Casey, son fondateur, et qui nous en expliquera plus d'ici quelques secondes, pour accompagner les artisans et les agriculteurs dont vous faites partie, dont vous êtes les représentants. Donc merci, merci d'être venu, et je laisse Steve introduire la société, l'historique et un peu l'émission, s'il te plaît. Je laisse te débrouiller. On commence donc par la raison de l'âge. Je me retrouve au milieu de l'écosystème, ça tombe bien. Je suis très honoré d'être là. Merci à Co-Farming de nous accueillir. Je me demande si on n'aurait pas dû payer un peu quand même pour qu'il y ait un peu plus de monde, ça fasse plus sérieux. Mais bon, Steve Arcelin, président d'Agriterra, structure qui a été créée en 2011 à l'île de la Réunion sur une zone non interconnectée, donc un outre-mer français. Et j'aime à dire que ça a été créé un peu par défaut. Au départ, j'ai bien entendu œuvrer pour porter, gérer l'aventure d'Accu Énergie, qui est une société énergéticienne française et qui a déployé donc un concept qui s'appelle l'agrivoltaïsme et qu'on avait créé nous en 2007 sous le nom de l'agri-énergie. Et on a commencé l'aventure à l'île de la Réunion en allant chercher deux indépendances, une énergétique et une alimentaire, sur un même territoire. Et comme on était sur des territoires contraints, on a tout de suite imaginé effectivement comment on pouvait faire cohabiter les deux pour qu'on puisse effectivement répondre à ces deux indépendances. Donc on a démarré effectivement avec la chance du débutant, avec des premières centrales au sol, et puis après on a amélioré en apportant des solutions de serre anticyclonique qui répondaient à des enjeux climatiques très forts à La Réunion. Et en œuvrant en ce sens, on a été obligé de porter quelques projets puisque nos partenaires nous ont fait défaut, et c'est en ça que je dis qu'Agriterra a été créé par défaut. C'est parce qu'il a fallu qu'on mette des bottes vertes et qu'on prenne le rôle d'un agriculteur alors qu'on ne l'était pas. Et donc on a créé Agriterra avec un responsable d'exploitation, donc en 2011, une personne, et aujourd'hui, donc 2024, 30 personnes. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais que la mission d'Agriterra, c'est d'avoir un modèle à impact, d'accompagner les agriculteurs et les artisans du vivant, comme on les a là dans cet écosystème. Et puis, bien entendu, on a aussi une vision de replacer un peu la terre, la biodiversité au cœur des enjeux de la transition énergétique, écologique, nutritionnelle et agricole. Donc voilà ce qu'on donne comme ambition. On a des équipes pluridisciplinaires, donc on a une forte engineering qui aujourd'hui, je dirais, un tiers de nos équipes qui vont servir effectivement comme outil important à la transition énergétique d'Accuo, puisqu'on est un peu je dirais la clé de voûte de l'agrivoltaïsme du groupe Accu Énergie, dont Julien est un des partenaires justement avec Accuo, et on les expliquera un peu par ces mots en quoi on a été utile. Et donc ça, c'est je dirais une quinzaine de collaborateurs qui travaillent sur cet engineering. On a bien entendu notre cœur de métier par défaut en exploitant agricole, donc on a une trentaine d'hectares à l'île de la Réunion et une soixantaine d'hectares sur la baie de Gossan. On aura peut-être un moment pour en parler. Et donc on a un pôle terre et mer, et sur le pôle mer on a pas mal investi aussi sur l'aquaculture, par exemple sur une esturgeonnière à l'île de la Réunion, et puis bien entendu depuis très peu à côté d'Arthur Viotte qui expliquera le concept de la poissonnerie Viotte et la poissonnerie sans glace. Voilà, donc on est exploitant aussi de notre côté, et puis on a un autre pan qui est du portage pour aider les jeunes agriculteurs à en fin de compte s'installer avec des techniques agricoles et avec notre partenaire Milpa qui se présentera bien entendu sur la biorégénatrice du foncier pour pouvoir effectivement les accompagner, faire le portage foncier, les installer et garantir du revenu à travers ce portage. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour et pouvoir laisser la parole à qui tu le souhaites. Merci, c'est bon, merci. Oui, merci Steve. Donc comme tu le disais très bien, l'agri-énergie, l'agrivoltaïsme qui est un peu à la mode maintenant a été quand même l'activité historique d'Agriterra avec Accuo. Donc nous avons plusieurs projets qui sont déjà en exploitation, une grosse vague qui sont en développement, et l'un des premiers projets qui verra le jour donc en Bourgogne, en Côte d'Or l'année prochaine normalement, donc qui est dans sa phase de structuration. C'est chez Julien Dutu entre autres, donc c'est un projet avec plusieurs exploitants.
Julien, est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être déjà de présenter ton exploitation et en quoi le projet va impacter ton activité? Qu'est-ce que tu en tires aussi comme bénéfice, toi en tant qu'exploitant et pour ton exploitation? Alors, Julien Dutube, bonjour à tous. Donc, moi je suis exploitant en Côte d'Or, donc sur une surface assez grande en céréales. Et je profite donc de la construction d'un parc photovoltaïque, donc sur l'exploitation directement, sur les champs. Donc ce sera une technologie en tracker et je dois cultiver en bande entre les panneaux. Donc la technologie tracker bascule le matin et le soir pour suivre la courbe du soleil. Donc après, le rôle d'Agritera était vraiment très, je sais pas comment expliquer, mais vraiment très opportun pour vraiment adapter la culture à tout ce qui est, on va dire, industrie, parce que nous, on ne travaille pas en type industriel. Donc on travaille avec du vivant, avec du matériel qui bouge, avec rien pareil tous les jours, du vent, des contraintes climatiques. Donc Agritera était là pour suivre vraiment tout le dossier et le développement de la coactivité entre le photovoltaïque et l'agricole. Donc voilà, après, donc il y a bien sûr sur l'exploitation, ça va rapporter un revenu. Donc un revenu en fixe qui aura pour bénéfice donc de m'apporter une sérénité, on va dire, déjà dans un premier temps. Et en plus de cette sérénité, pouvoir essayer de nouveaux types de cultures. Donc sur Sombernon, j'ai déjà une partie en bio, mais sur Sombernon, ce sera exploité en bio et avec une sécurisation de ce revenu pour pouvoir encore aller plus loin dans l'avenir de la culture. Donc sinon, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Ok, merci. Peut-être est-ce que tu peux nous détailler quels sont les types de cultures que tu as mis en place? Et on serait assez intéressé de savoir aussi au début, c'est des projets un peu nouveaux, est-ce qu'il y a eu des questions de ta part? Est-ce que tu as vu tout de suite ça comme une opportunité ou plutôt compliqué par rapport aussi au monde agricole qui t'entoure? Alors il y a eu des deux, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions par rapport vraiment au passage des machines. Moi c'était vraiment une question technique de pouvoir continuer de cultiver et d'avoir pas juste un projet photovoltaïque mais un vrai projet agricole. Donc il y a eu vraiment beaucoup de questions sur le pivotement des panneaux, sur la façon que l'ombre va apporter aux cultures, sur vraiment jusqu'au bout de la technique voilà, avec les ingénieurs d'Agritera. Et c'est vrai qu'un des sujets aussi sur cette parcelle, effectivement, donc il y a le projet sur une petite partie finalement de ton exploitation, et cette parcelle était assez spécifique en termes de qualité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors moi je suis sur les plateaux au-dessus de la Côte d'Or, côté Langres, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde, donc on est sur du plateau calcaire très superficiel. Donc en termes de moyenne pour les agriculteurs, on est en moyenne à 50 quintaux. Donc c'est vraiment le bas de la moyenne, on va dire. Donc sans cet apport, on aurait presque abandonné les champs de l'exploitation agricole parce que c'est des champs qui sont de moins en moins rentables et qui coûtent cher à cultiver et qui nous coûtent tous les jours. Donc en complémentarité du photovoltaïque, ça relance le défi de ces petites terres qui sont vraiment à un potentiel très faible. Oui, très bien. Vous pouvez interagir si vous le voulez. Sinon, ah, merci Steve. Non, je voulais juste me rattraper parce que j'étais... Pardon. Martin, tu es dans l'angle mort. J'ai pas présenté Martin. Il m'avait ébloui de beauté, donc j'ai pas fait attention. Mais je voulais rappeler, bien entendu, et présenter Martin rapidement. En plus, c'est une histoire très forte, puisqu'il est aussi issu de la génération des stagiaires d'Agritera. C'était le premier. Et aujourd'hui, un entrepreneur très engagé qui fait effectivement partie de l'expérience Agritera et AQO. Et je voulais m'excuser de ne pas t'avoir présenté, parce que tu es cher à mon cœur. Voilà. J'avais que ça à dire. Merci Steve, c'était important effectivement. Peut-être pour conclure sur l'intervention de Julien, et n'hésite pas encore une fois à reboucler sur les autres sujets, mais c'est vrai qu'on sent que la qualité des sols, c'est un vrai enjeu.
Et aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'il va falloir des solutions. La dégradation, enfin en tout cas l'altération des sols aujourd'hui est effective et de plus en plus sûre en tout cas. Et du coup, c'est un vrai enjeu aussi pour notre sécurité alimentaire. Donc il y a un vrai enjeu social à travailler ensemble. Il y a quelques innovations, quelques personnes qui travaillent sur des méthodes, qui s'impliquent sur ces sujets, même si c'est plutôt long et coûteux normalement. Voilà, il y a des solutions qui existent et j'invite Milpa à présenter son activité. Quelle belle transition. N'est-ce pas? Merci. Bonjour Augustin, associé cofondateur de Milpa. Milpa, c'est une société qui accompagne les agriculteurs dans leur transition en agriculture bio-régénérative. Je vais vous faire rapidement une définition de l'agriculture bio-régénérative parce qu'on connaît le bio, on peut connaître un peu l'agriculture régénérative. Mais le bio-régénératif, c'est du coup être en agriculture bio, en quasi semi-direct sous couvert exclusivement, utilisation massive de couverts, toujours le sol couvert. On utilise également des ferments, des enrobages, des tés de compost. Voilà, notre enjeu, c'est de pouvoir avoir le même rendement en bio qu'en conventionnel, sans les coûts du conventionnel. On a une grosse partie, on y arrive, et on devrait y arriver à 100% dans vraiment très très peu de temps. Alors, c'est pas facile d'expliquer comme ça en quelques mots, mais on fera des fermes ouvertes et des démonstrations sur nos fermes. Voilà, aujourd'hui Milpa c'est un peu plus de 2000 hectares, ça passera à 4000 hectares l'année prochaine et on travaille également avec des partenaires donc, comme Agriterra pour opérer ce changement d'agriculture au sein des champs solaires. Le solaire a beaucoup à apporter à la transition, on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement un revenu supplémentaire pour les exploitations ou pour les exploitants, c'est également un financement de la transition parce que ça peut permettre de... Julien, tu vas m'arrêter si je me trompe, mais on a toujours peur quand on est dans une transition, parce que c'est quelque chose de nouveau, et on a des familles à nourrir avant de vouloir nourrir le monde, et du coup, quand on a des sécurités financières, on peut faire plus de choses. Voilà, on vient agréger toutes les chaînes de valeur, notamment par le stockage du carbone, je pense que Martin en parlera aussi tout à l'heure, donc du carbone biorégénératif, qui est aussi autre chose, et puis aussi beaucoup de biodiversité. Je reviens également sur le solaire peut apporter beaucoup de choses. On va avoir des lignes de panneaux, mais pas que. Du coup, on va avoir des lignes, des corridors biologiques à l'intérieur des champs. Aujourd'hui, j'imagine que dans tes plaines, il y a 30, 40, 50 hectares d'une seule culture. Demain, il y aura des panneaux, des associations de culture, des lignes de corridors biologiques tous les 13 ou 14 mètres. Donc ça, c'est essentiel. C'est des territoires qui existaient avant, finalement. Il y avait des bocages, des haies un peu partout, qui n'existent plus en 50 ans, mais grâce au solaire, ça va réapparaître. Donc voilà. Milpa a de grands types de clients, des clients tiers, donc des clients agriculteurs et également des clients foncières, où les foncières peuvent aussi apporter beaucoup sur la transition. Ça veut dire qu'acheter des terres, les porter, installer des exploitations, oui, mais pourquoi, comment? Si on peut le faire en étant en biorégénératif, si on peut le faire en pouvant installer de l'agrivoltaïsme et tout ça en stockant du carbone, je pense qu'on est dans la bonne équation. Voilà, je ne sais pas ce que tu veux... Est-ce que tu pourrais nous dire justement l'outil que tu as pu mettre en place peut-être pour accompagner les agriculteurs en ayant un peu cette réflexion? L'outil, il y a plein d'outils en fait. On apporte c'est des petits plus qui font à la fin le gros changement, mais sur toute la chaîne de valeur. Alors, on est né de... Moi, je suis agriculteur, ça fait 10 ans que nos systèmes sont améliorés, déployés, testés. Et aujourd'hui, on se déploie au niveau national. Donc voilà, on a beaucoup d'outils. C'est dans nos... On repense une rotation, on pense plus blé, orge, colza. On pense beaucoup association, donc on associe 4 cultures, cultures de dérobé ou autres. Donc on va cultiver 5 espèces dans une année, dans une parcelle. Les tés de compost vont nous apporter également beaucoup de rééquilibrage entre les bactéries champignons nécessaires au sol, chose qu'on a pu oublier aujourd'hui. On n'utilise pas d'engrais de synthèse. Évidemment, pour nous, c'est la base. C'est ça qui a un peu détraqué le fonctionnement du système. Évidemment, pas de pesticides. Et les tés de compost vont venir nourrir le sol, nourrir la plante. C'est bien la plante qui crée le sol et pas l'inverse. Et après, on utilise tout ce qu'on a. Très peu de travail du sol. Enfin, on utilise l'ingénierie végétale qui se met toute seule en mouvement.
Donc ça, c'est des techniques que vous avez testées chez vous et peut-être aussi chez vos voisins. Aujourd'hui, un agriculteur, bon, Julien, qui serait intéressé par exemple ou autre pour mettre ça en place avec cette réflexion, comment vous proposez de l'accompagner chez On peut lui? proposer à Julien de tout lui montrer. Alors plutôt que de lui facturer quelque chose, on va rien lui facturer. Par contre, on va lui dire, nous on y croit, donc on peut générer un bénéfice supérieur, donc on va lui garantir un revenu. On va tout lui montrer pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, s'il le souhaite, soit il récupère tout seul toutes nos techniques, parce qu'on aura tout montré, soit il continue avec nous, parce que le but du jeu, c'est on est toujours un temps d'avance. Et du coup, il peut opérer une transition sans le moindre risque financier. Et à ton avis, donc au bout de 5 ans, il y a déjà des résultats? On dit que c'est long la régénération du sol. Non, ça va assez vite nos systèmes, parce qu'on met aussi on met aussi de l'ingénierie économique dedans. Donc tant qu'on avance, on ne recule pas. Donc après on mesure, on a des partenaires qui font des notations de sol, etc. L'objectif, c'est d'avoir un taux de matière organique qui augmente très très vite. Et donc on a des résultats. Alors évidemment, ça se voit pas comme ça, mais ça commence à se sentir. L'agriculteur le sent assez rapidement. Au bout d'un an, 1 an et demi. Et donc du coup, on a des vraiment résultats qui se mesurent au bout de la 2e année simplement. Donc ça va. La nature est assez sympa pour ça. C'est-à-dire qu'on peut la dégrader pendant 40, 50 ans et elle peut se remettre en mouvement dès la 2e année. Ok, et c'est valable partout en France, sur tout type de sol? Il y a des restrictions particulières? Partout, tant qu'on a un peu de soleil, un peu d'eau et de la terre. Très bien. Et de l'oxygène. Très bien, parfait. Donc on voit effectivement, donc ça peut être assez court, mais il y a en tout cas une réflexion sur la gestion aussi du foncière, l'implication pour changer les pratiques, plutôt sur du long terme. Enfin voilà, il y a de la technique, mais il y a aussi l'habitude, les façons de faire qui sont héritées aussi parfois depuis plusieurs générations. Donc on sent aussi qu'il y a un vrai sujet autour de la maîtrise foncière et aussi avec le renouvellement des générations qui arrivent. Donc c'est aussi peut-être un moment où il va falloir aussi prendre le taureau par les cornes. La maîtrise foncière, c'est un des sujets aussi qu'on a regardé chez Agriterra. Il y a eu un partenariat qui a été créé avec la Maïf pour justement aussi répondre à cette problématique. Martin, donc, qui est un des premiers agriculteurs à en avoir bénéficié, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce partenariat, en quoi il a été intéressant pour toi, et puis aussi ton exploitation, ce que tu fais sur ton foncier que tu as pu acquérir avec les Maïf? Avec plaisir. Déjà, je suis très heureux d'être là aujourd'hui et je suis très reconnaissant évidemment de Steve de m'avoir pris en stage il y a maintenant presque 10 ans et puis surtout de toute l'équipe d'Agriterra, Ludivine, Thibaut et évidemment Élise et compagnie, de nous avoir accompagnés finalement dans le développement de notre entreprise qui s'appelle GreenPods. Alors GreenPods, c'est une société qu'on a cofondée il y a maintenant, enfin que j'ai cofondée il y a 4 ans, qui a pour mission finalement de développer et d'opérer des projets agricoles bio et régénératifs. Alors on a une particularité, c'est qu'on s'est spécialisé nous dans la plantation d'arbres et dans l'arboriculture, c'est-à-dire qu'on est complémentaire finalement avec ce que fait Julien, qui est plutôt sur la culture annuelle, donc avec des cycles sur une seule année, sur 12 à 18 mois. Nous pour le coup on monte des projets avec des arbres qui ont une durée de vie entre 20, 40, même parfois 60 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'assez différenciant. Et en fait assez rapidement, et je pense que c'est un bon exemple pour expliquer ce qu'on fait aussi, on a monté une première ferme donc en partenariat avec Agriterra, en partenariat avec la Maïf et avec donc Accio Énergie en Occitanie. Donc c'est une exploitation agricole qui fait 150 hectares et qu'on a reprise en 2021, qu'on a converti vers le bio, puisqu'il y avait un passif monoculture de maïs conventionnel depuis 30 ans, ce qui est assez typique sur la plaine de la Garonne. Et donc on a fait un vrai travail effectivement pour transitionner vers du bio, vers de l'agriculture régénérative et évidemment vers de l'arboriculture, donc en plantant 30 000 amandiers sur les dernières années. Et donc ce montage, en fait, cette opportunité, cette exploitation, c'était une ferme qui était à vendre par l'intermédiaire de la SAFER. Il y avait un besoin de financement de 3 millions d'euros. Malheureusement, ni moi ni mon associé ne les avions sur le compte. Et donc en fait, on s'est tourné vers Agriterra en leur expliquant notre projet, notre démarche, la mission qu'on voulait porter et qu'on voulait développer. Et on a ensemble travaillé justement sur l'idée d'un portage du foncier par la Maïf. Donc c'est vraiment quelque chose de tripartite entre Agriterra, la Maïf et nous. Et donc la Maïf en fait s'est portée acquéreur du foncier, a mis l'argent sur la table. Et nous on est preneur à bail, on a signé un bail pendant 25 ans pour opérer le foncier et donc développer notre projet. Et une caractéristique intéressante sur ce foncier, c'est qu'en parallèle de ça, on a essayé, et on essaye toujours parce que le projet voltaïque et photovoltaïque n'est pas encore développé, mais on a essayé de sanctuariser une vingtaine d'hectares justement pour monter un projet, comme l'a fait Julien, justement pour combiner à la fois de la production agricole et de la production énergétique. Alors sur la partie arboriculture,
on va essayer de faire des tests et on va mettre en place des tests parce que les contraintes sont évidemment différentes, liées à la hauteur des arbres, liées aux enjeux de luminosité. Mais il y a aussi des bénéfices qui sont intéressants sur la protection, sur le gel, sur la grêle. Donc c'est des synergies qui sont à exploiter. Mais sinon, voilà, le gros de cet atelier sera à la fois arboricole et évidemment avec de la grande culture et des cultures plutôt à haute valeur ajoutée. Donc c'est un projet qui est intéressant aussi parce que une des missions qu'on porte, c'est aussi de participer à la relocalisation de la filière d'amandes en France. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des amandes mondiales sont produites en Californie et que l'Europe est le premier marché de consommation. Et donc en fait, on importe grosso modo tout ce qu'on consomme. Et donc il y a aussi un enjeu de relocalisation, et ça rejoint le point sur le côté nutritionnel de la table ronde aujourd'hui, mais voilà, de participer à la relocalisation d'une filière et donc d'aller rechercher aussi de la souveraineté alimentaire et protéinique sur le territoire. Du coup, dans ta réflexion de relocalisation, est-ce que ça a été facile? Est-ce que voilà, y a des filières aussi à mettre en place? C'est pas juste la production. Quels sont un peu les défis par rapport à cette filière aujourd'hui? Ouais, il y a évidemment plein de défis, et surtout quand on travaille avec le vivant et avec le monde agricole, c'est toujours évidemment c'est un perpétuel recommencement, mais c'est aussi ça qui est assez génial. En fait, fondamentalement, déjà quand on regarde la filière de l'amande en France, c'est une filière qui est quasiment inexistante aujourd'hui. On consomme en gros 45 000 tonnes chaque année et on en produit 800 à 1000. Donc il y a un énorme déficit de production. Et qui dit déficit de production dit aussi un déficit de connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de point de vue technique, d'un point de vue variétal, d'un point de vue génétique, il y a effectivement certaines lacunes qu'on peut avoir par rapport à d'autres pays producteurs. Et donc un des enjeux, en tout cas je trouve qu'on a un des enjeux qui a été compliqué à gérer, c'était justement d'aller chercher du transfert de compétences entre des pays producteurs et nous sur le territoire en métropole. Alors évidemment, on n'est pas les seuls à travailler sur l'amande et c'est un travail qui est collectif, c'est-à-dire qu'on a essayé de monter une filière, une interprofession de l'amande avec des associations régionales pour justement partager cette connaissance et ces compétences. Donc c'est un point important. Et puis le deuxième, évidemment, il est financier. Alors j'en ai parlé sur le côté foncier, portage du foncier, mais des projets arboricoles nécessitent aussi des moyens capitalistiques importants parce qu'il faut planter un arbre, il faut des investissements effectivement sur l'irrigation, sur le matériel, les équipements. Et puis surtout, quand on plante un arbre, on n'a pas des fruits tout de suite. Et donc il y a une carence qui peut aller de 3 à 4 ans où en fait on est obligé d'entretenir les arbres, on est obligé de les irriguer, de mettre de l'engrais, mais pour autant on n'a pas de récolte, on n'a pas de fruits et donc on n'a pas de chiffre d'affaires. Donc c'est un enjeu aussi pour nous justement d'aller chercher du capital patient et des investisseurs qui sont prêts à nous accompagner sur le long terme, à nos côtés, contre vent et tempête. Et pourquoi l'amande? Pourquoi l'amande? Donc déjà, on voulait travailler avec un arbre. C'était vraiment quelque chose de fondamental pour nous. Alors on y reviendra, mais aussi pour des sujets de carbone qui sont évidemment intéressants. La deuxième raison, c'est que justement d'un point de vue nutritionnel aujourd'hui, évidemment, je pense que vous êtes tous conscients, enfin on en parle beaucoup, des enjeux de transition vers des régimes alimentaires moins carnés et moins lactés. Mais donc ça nécessite aussi finalement de retrouver de la protéine végétale dans notre alimentation au quotidien. Et aujourd'hui, les fruits à coque, alors l'amande en particulier, mais il y a évidemment d'autres déclinaisons possibles sur la pistache, sur la noix, sur la noisette ou d'autres, sont des produits qui sont, d'un point de vue nutritionnel, extrêmement bons et qui sont recommandés justement quotidiennement dans notre alimentation. Donc c'était finalement quelque chose d'important pour nous de voir qu'il y avait une demande et que la demande, elle sera soutenue dans les années à venir, qu'il y a une demande aujourd'hui au niveau local. Je l'ai expliqué effectivement sur l'enjeu de relocalisation, donc ce qui crée aussi des marchés pour nous qui sont intéressants pour aller vendre notre production. Et puis le dernier point, je dirais, c'est que ça reste un fruit qui est non périssable. Et donc c'est vrai que pour nous, finalement, quand on réfléchissait en chaîne, c'est-à-dire après la récolte, sur le traitement des fruits, sur la manière de les mettre sur le marché, ça nous laisse aussi un petit peu plus de liberté et donc moins de contraintes. C'est quelque chose d'important. Ok, donc finalement il y a aussi cette demande, tu sens qu'il y a ce changement aussi des consommateurs finalement avec des produits peut-être plus locaux et avec aussi peut-être un changement de pratique dans son alimentation. C'est vrai que c'est des sujets intéressants, on en parle et on se demande toujours si les acteurs, les clients seront au rendez-vous. Dans cette même démarche, donc Arthur, tu as réfléchi justement à la partie plutôt aval de la partie production, donc avec un produit plutôt mère, donc un peu différent, mais tu nous expliqueras, avec aussi cette réflexion très intéressante de la transformation, finalement la conservation aussi d'un produit qui va aussi dans l'idée de ne pas périmer les aliments, d'avoir une réflexion un peu globale sur le respect de l'aliment et des ressources.
Allô, ouais. Exactement, donc merci beaucoup de me recevoir ici et de cette invitation avec mes tout nouveaux partenaires. Merci Steve et merci Agritera. Donc oui, alors moi l'aventure part un peu d'une volonté d'entreprendre au début où on était avec mon épouse qui est ingénieure en énergie et moi juriste en assurance, donc rien à voir, à se poser la question de l'entrepreneuriat et dans quel secteur. Donc pour savoir quel secteur, il a fallu qu'on mette les mains un peu dans le cambouis. Et moi j'ai toujours été assez intéressé par le poisson et je comprenais pas de quelle manière en fait le métier de poissonnier était devenu si peu attirant sans leur jeter la pierre et pourquoi le poisson avait toute cette mauvaise presse qui était autour de la difficulté de la cuisine, la difficulté de conservation et la difficulté du métier. Et donc après notre mariage en 2019, je suis allé travailler en poissonnerie et je me suis rendu compte qu'on passait notre temps à détremper le poisson et surtout on passait des heures inouïes à préparer des étals dans un environnement froid, dans un environnement humide. Et je comprenais mal comment les bouchers, eux, arrivaient en général 30 minutes avant l'ouverture, ils nous narguaient parce que nous on était là depuis 5 heures du matin et voilà, je trouvais ça assez difficile de vivre ça et surtout de voir qu'ensuite on était dans un environnement qui était très particulier, très humide, très froid. Et puis j'ai fait tout de suite le parallèle avec la cuisson et je me suis dit mais c'est étonnant comme la viande, on a une facilité à la griller, on a une facilité à la cuisiner et le poisson pas du tout. Et en fait de fil en aiguille j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit mais bon la glace c'est emmerdant. La glace c'est froid et en plus de ça j'ai l'impression que ça détrempe complètement le poisson et puis on a toujours cette humidification dès qu'on lève un filet de poisson on l'arrose, on a tout le temps une humidification de la chair et cette humidification en fait elle est très mauvaise pour la conservation et pour le goût et donc j'ai commencé à remettre en question l'utilisation de la glace et là je suis rentré en contact avec un scientifique qui s'appelle Bruno Gousseau qui est un monsieur qui a œuvré dans l'ingénierie alimentaire, etc. Et donc il m'a expliqué un peu, il m'a familiarisé avec le développement des bactéries et l'utilisation de l'eau dans la conservation qui était antinomique. Et en fait, donc c'est parti de ça. Donc j'ai vraiment commencé à remettre en question le modèle des poissonneries avec glace et à challenger cette utilisation de réfrigérants qui n'était pas indispensable finalement, parce que on se dit que la glace, on l'utilise depuis la nuit des temps, donc pourquoi ne plus l'utiliser aujourd'hui? Et donc je pensais que la glace avait une célérité de refroidissement qui était assez importante, ou alors l'humidité était nécessaire à la conservation du poisson. Enfin, je comprenais pas bien pourquoi ça n'avait pas été remis en question. Et en fait, j'ai juste compris que c'était une habitude d'usage, un usage de profession qui avait jamais été remis en question. Et c'est de là que tout est parti. Et la cuisine du poisson en a suivi, le fait que le poisson soit un peu plus sec, qu'il grillait plus facilement, les odeurs de conservation, enfin les odeurs du poisson disparaissaient totalement parce qu'en fait on n'alimentait plus les bactéries en humidité et on maîtrisait beaucoup mieux le froid. C'est-à-dire qu'on a développé notre première vitrine de conservation en essayant de recréer ce que la glace apportait, c'est-à-dire du froid en fait, simplement du froid. Donc on a utilisé des habitacles fermés avec un froid très maîtrisé, une température de 0 degré qui permettait de développer aucune bactérie. Et le poisson s'est conservé à merveille. Le poisson doublait, on a ouvert la boutique de fait. Et donc c'était un peu une grosse prise de risque parce qu'on n'avait pas trop de jurisprudence sur la conservation sans glace du poisson. Et ça a marché. Alors il a fallu convaincre les clients et voilà. Et notre premier modèle était lancé. Donc on nous a un peu pris pour des fous au début parce qu'effectivement le poisson, on s'affranchit de plein de repères qu'on a l'habitude d'avoir, la brillance du poisson, l'humidité du poisson, le fait que le poisson ne soit pas préparé, parce qu'il faut savoir que nous en gros on va nettoyer le poisson comme ça nous a paru très logique, c'est-à-dire que comme les volailles, comme les agneaux, comme les bœufs, etc., quand ils sont abattus et qu'ensuite ils sont envoyés en boucherie, ce sont des animaux propres, ce sont des animaux qui ont été débarrassés des viscères, qui ont été débarrassés des plumes, des poils, etc. Tout ce qui à l'état naturel a un sens, en fait à l'état mortel n'en a plus du tout, enfin à l'état vivant et à l'état mortel. Et en fait c'est vrai que le poisson, on avait en réalité, quand on y pense, aucune raison de garder les écailles, de garder les ouïes, de garder les viscères, etc., qui participaient à la dégradation du produit. Et en fait, de fil en aiguille, on a dans cette poissonnerie qui était un peu notre labo et en même temps notre showroom et en même temps notre quête de sens, nous, de métier et d'entrepreneuriat, on a développé ces méthodes de préparation et de conservation du poisson.
Voilà, donc ça c'était un peu le point de départ. Et puis petit à petit, on a commencé à séduire des professionnels du poisson, alors surtout des Japonais, qui ont tout de suite ont compris l'intérêt de ne pas détremper le poisson et de ne pas lui apporter de l'humidité pour garantir un goût et garantir une texture. Et ça nous a emmené ensuite vers de l'affinage de poisson et de la maturation de poisson, où en fait, en réalité, on va conserver le poisson plus longtemps pour attendrir les chairs, essayer de casser un peu les fibres qui peuvent être désagréables. Et c'est les Japonais qui nous ont beaucoup apporté là-dessus, sur cette culture de la consommation du poisson cru. Et voilà, et de fil en aiguille, on a avancé. Et en fait, une fois que la poissonnerie a été rentable, une fois qu'elle a été bien lancée, je me suis vraiment posé la question de changer l'intégralité de la filière et me dire, mais si ça fonctionne, en fait, on économisera de l'eau, on économisera des ressources parce qu'on conserve le poisson bien plus longtemps. Et donc là est venue l'idée de créer ma deuxième société qui s'appelle Avencio et qui a pour but de promouvoir un nouveau modèle de poissonnerie pour essayer de rendre le métier de poissonnier beaucoup plus attirant, donc par la pratique du métier, mais aussi beaucoup plus attirant parce que la ressource va être pleinement mise en avant avec des recherches gastronomiques qui sont différentes de celles qui sont pratiquées aujourd'hui. Et donc un de nos très bons clients était un certain Steve Arcelin qui venait beaucoup à la boutique, et son amour pour la gastronomie du poisson nous a réunis. Et donc de là, à force d'échanger, à force de porter un petit peu mon message de volonté de renouveau pour la filière et de volonté de renouveau pour le métier de poissonnier, que je sentais un petit peu mis sur la touche et un petit peu abandonné, et bien voilà, l'histoire a commencé comme ça, et voilà, et ça nous a permis plein de choses. Ça nous a permis d'aller chercher un dépôt de brevet sur notre matériel, sur la recherche de froid, enfin en fait sur toute la recherche et le développement sur la conservation du poisson, et sur cette mission de communiquer sur ce métier qui est un petit peu laissé à l'abandon, et sur l'avenir qui est possible pour la consommation du poisson. Et donc voilà, en quelques mots, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, les missions qu'on s'est données, c'est essayer d'œuvrer pour la préservation du goût, la préservation de la ressource, la préservation de l'eau, et la préservation du métier d'artisan poissonnier c'est un peu catastrophique, mais qui est un peu en perdition, avec des CAP qui sont de plus en plus vides, une jeunesse qui s'intéresse pas du tout à ce métier, qui pourtant est tout de même un pan de notre gastronomie qui est très intéressante, parce que on a toujours la gastronomie du poisson est toujours un petit peu présentée comme la plus compliquée ou la plus raffinée, et c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans la profession de poissonnier, alors que le pont en fait est très facile à faire si on a une bonne formation, un matériel de qualité, et des artisans qui sont mis en avant. Et donc voilà un peu les objectifs qu'on a aujourd'hui, c'est de commencer en fait la commercialisation de ce matériel pour aider les poissonniers qui évidemment sont extrêmement intéressés par cette méthode de conservation, pour optimiser leur temps de travail, pour améliorer leurs conditions de travail, améliorer la conservation du poisson, et essayer de toujours rechercher le goût et l'excellence pour cette ressource qui malheureusement en fait est parfois un petit peu malmené, parce que il faut quand même avoir conscience que c'est une denrée sauvage qu'on va chercher au milieu de l'océan, avec des moyens qui sont très coûteux, très dangereux. C'est un des métiers les plus durs du monde, ou en tout cas les plus dangereux, je veux dire, pas le plus dur mais le plus dangereux. Et en réalité, on a beaucoup d'étals de supermarchés et d'étals de grande distribution qui ont tendance à faire des prix attirants, parce qu'ils ils veulent nourrir la population, et ils essayent de parfois brader un petit peu les prix, et malheureusement c'est pas du tout une image qui est réelle de la valeur du poisson. Donc en fait c'est aussi une volonté pour nous avec toutes ces communications, avec cette innovation, avec la volonté de remettre un peu le métier de poissonnier au devant de la scène, c'est de redonner du sens au prix du poisson, et à ce que le consommateur est censé payer, entre guillemets, pour avoir une filière un peu plus vertueuse. Voilà. Je ne suis pas modérateur, mais en tout cas, bravo, tout est dit. Exactement. Juste peut-être une petite question. Tu as dit que les poissonniers étaient plutôt intéressés. C'est un peu spécifique sur certains poissonniers. Comment la profession finalement accueille ce genre d'innovation ou de réflexion ? Alors la profession l'accueille bien. Ils sont déjà les poissonniers sont quand même très contents qu'on parle d'eux, parce que effectivement c'est comme je le disais, c'est pas un métier qui a très bonne presse, hein. C'est un métier qui sent mauvais sans mauvais jeu de mots, mais c'est vrai que c'est assez il n'y a pas une très bonne image, pas très séduisante,
Et en fait, le fait que nous, on soit jeunes, qu'on se soit reconvertis, qu'on ait en fait laissé de côté des carrières qu'on aurait pu avoir dans d'autres secteurs pour s'intéresser aux poissons, déjà c'est quelque chose qui nous a permis d'avoir un bon accueil. Et puis par ailleurs, c'est cette recherche, en fait, les artisans, avec cette recherche de gastronomie, en fait, d'aller chercher la gastronomie et de la mettre en lien direct avec la poissonnerie, c'est quelque chose qui est très bien accueilli. Et alors, en revanche, il y a beaucoup de problèmes et qu'il faut qu'on arrive à surmonter. C'est notamment l'aspect du poisson, parce que comme je le disais tout à l'heure, on casse les codes de beaucoup de critères, de critères de fraîcheur qu'on a l'habitude de voir et qu'on pense être les bons, et qui finalement ne sont pas forcément les bons vis-à-vis de la conservation. Donc par exemple, un poisson qui va avoir un aspect beaucoup plus sec, qui est en réalité comme un poulet en boucherie, et c'est tout à fait normal, et ça va être plutôt bon signe, en poissonnerie, c'est pas encore des choses qui sont très actuelles. Et c'est pour ça qu'on a lancé une grande campagne de communication avec Agritera, avec Steve et les équipes. C'est de pouvoir essayer de communiquer sur le fait qu'un poisson sec est un bon poisson. En fait, c'est simplement un poisson qui est bien conservé. Et comme je disais tout à l'heure, un poisson, on n'a pas apporté d'humidité, donc on a essayé de réduire le développement de certaines bactéries d'altération qui se développent grâce à l'humidité en réalité. Et puis en fait il y a d'autres raisons derrière. C'est un peu l'histoire du tarama rose et du tarama blanc. Avant on mangeait du tarama rose, maintenant on voit du tarama blanc, tout le monde a envie de manger du tarama blanc. J'espère que ça fera la même chose avec le poisson. Un bon poisson est un poisson sec, on verra bien. Et en fait il y a des aspects gastronomiques qui vont tout de suite être intéressant de présenter. C'est que le poisson, quand il est asséché de cette manière, déjà la texture et le goût vont pas du tout être altérés par la présence d'eau, et surtout le poisson va être beaucoup plus facile à griller, et donc de facto les clients qui sont venus à la poissonnerie ont tout de suite compris ça, et c'est comme ça que ça a marché, c'est comme ça que ça prend, et c'est comme ça que ça prend aussi avec les restaurateurs qui sont qui sont un peu nos meilleurs porte-parole. C'est que les cuisiniers avec lesquels on travaille à Paris nous permettent de véhiculer en fait cette idée du poisson qui n'a pas besoin d'être mouillé. Voilà. Et du coup, où est-ce qu'on peut acheter tes poissons ? Alors oui, pardon, oui, j'ai loupé l'essentiel. On est au marché Saint-Germain, dans le 6e arrondissement. Et donc c'est un lieu qu'on a choisi volontairement, hein, parce que déjà on était très amoureux du marché Saint-Germain, parce que pour la petite histoire, mon beau-frère a fait un petit peu la même chose que nous, mais lui côté boucherie, et c'est lui que j'observais beaucoup. Il s'est installé, en fait lui avait fait une année de médecine, et puis finalement il a choisi de faire boucher. Donc on venait, ouais c'est pas loin, boucher, chirurgien, il y a des ponts, mais du coup voilà, on le regardait travailler, et nous ça nous a mis un petit peu des étoiles dans les yeux. Et moi j'ai assez compris que quand on a voulu changer de métier, que je voulais vraiment quelque chose avec une valeur ajoutée d'artisan, et voilà, donc marché Saint-Germain. Super. Et donc il y a une ambition de pouvoir adresser d'autres publics que le 6e ? Ah oui, bien sûr, oui. En fait, on est là aujourd'hui, donc depuis qu'on a lancé un petit peu notre campagne de communication, et puis surtout, en fait, tout ce tunnel administratif et juridique qu'on vient de passer, où on a réussi en fait à déposer ce brevet sur le matériel et sur la technique de froid qu'on utilise, qui n'était pas chose gagnée. Et ça, merci Agritera du fond du cœur pour l'aide, parce que j'aurais pas été du tout capable de le faire tout seul. Et donc, ce qui se passe, c'est que en fait, en ayant passé ça, on a pu lancer la commercialisation du matériel, chose qu'on ne pouvait pas faire tant que le brevet n'était pas déposé. Et ça nous permet d'aller chercher un public beaucoup plus large. Et en fait, aujourd'hui, on est capable d'installer n'importe quelle poissonnerie avec du matériel qu'on conçoit du coup avec mon partenaire qui est à La Rochelle. Donc c'est les vitrines réfrigérées qu'on a conçues sont fabriquées à La Rochelle. Voilà, avec un chaudronnier. Donc un chaudronnier, c'est vraiment un ébéniste du métal, et là en réalité en l'occurrence de l'inox, et qui fabrique un matériel vraiment assez de pointe, hein, vraiment c'est le cas. Et donc le but, c'est d'aller chercher des poissonniers, de les aider à se convertir, donc en leur apportant le matériel, et par ailleurs leur apporter la formation, et nous l'image qu'on aura créée autour de cette nouvelle vague, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Et donc voilà, le but, c'est vraiment de créer, nous, avec la poissonnerie, avec ce qu'on fait, avec nos relations avec les chefs, avec la façon dont on parle du métier,
de permettre à des poissonniers qui ont peur d'embrasser le changement et d'embrasser la transition vers quelque chose de différent, d'un peu plus pratique et un peu plus écologique, de leur permettre de bénéficier de l'image qu'on est en train de créer, de leur apporter la solution technique en leur apportant le matériel et de leur apporter la formation. Donc là aujourd'hui on est en contact avec des centres de formation pour lancer une formation et essayer de former la nouvelle génération de poissonniers. Ouais. Effectivement, on se dit que la formation, enfin que ce soit chacun dans vos domaines, c'est quand même un point très important et c'est aussi l'un des outils et des enjeux. Enfin, j'imagine en tout cas ce que vous avez identifié pour demain pour permettre ce passage un peu à l'échelle. Chez Agriterra, il y a eu cette réflexion aussi de comment on allie et comment on peut créer un centre un peu multimodal, on va dire, en un endroit de formation, comment dirais-je, de bonnes pratiques et des diffusions. Est-ce que Steve, tu veux nous parler peut-être en quelques mots de Gossan, d'où c'est né, qu'est-ce que c'est et quel est l'objectif? Oui. Alors l'abbaye de Gossan, c'est un projet encore un peu fou. Je me souviens avoir remporté avec Accio dans les tout débuts des années 2010 un projet à la prison du port à l'île de la Réunion qui était un projet de vie pour moi. Je me suis dit que jamais je pourrais en avoir un deuxième. Bon, l'abbaye de Gossan est arrivée peu de temps derrière quand même, 10 ans après. Et Gossan, en fin de compte, c'est une rencontre aussi avec un partenaire qui s'appelle Roland Feuillade, des Maîtres de Montboulin, pour pouvoir trouver un espace adéquat et rêvé pour pouvoir lancer un conservatoire de multiplication de semences et variétés anciennes céréalières. Bon voilà, et puis je suis tombé nez à nez sur l'abbaye de Gossan et nous sommes allés rencontrer l'abbé qui était disponible à céder cette abbaye et puis on l'a séduit. On était dans une période post-Covid où tout le monde voulait absolument se barrer de Paris, acheter des châteaux. On est arrivé à la mauvaise période. Normalement, cette abbaye était vraiment en délaissé total et puis à un prix peut-être plus abordable. Et puis, le type que le Covid a remis 100% d'inflation. Cependant, dans les dossiers qui ont été déposés auprès de l'abbé, c'est bien entendu celui que portait Agriterra qui a fait résonance. Et ce qui nous a intéressé dans cette abbaye cistercienne, au XIe siècle, c'est qu'elle avait été l'abbaye nourricière de l'abbaye de Fontfroide. Donc elle avait toute cette histoire et cette relation déjà avec l'abbaye de Fontfroide. Et donc déjà, bien entendu, ce lieu nous inspirait énormément. Donc l'abbaye, en fin de compte, c'est à peu près 8000 m² de bâti sur 60 hectares de surface agricole. Et le projet, il y a deux piliers. Il y a le premier pilier qui est le projet agricole, qui est la conservation et multiplication de semences anciennes, donc céréalières, vivrières, de maraîchage et d'arboriculture. Donc nous sommes en train de déployer depuis 3 ans et mettre en œuvre avec notre partenaire Milpa. Et puis il y a aussi bien entendu sur la partie bâtie cette volonté de transmettre. Et dans l'idée de cette foncière d'Agriterra, c'est bien entendu former en amont pour transmettre le mieux possible un portage de foncier qui aura été maîtrisé en amont par des approches et une culture générale auprès justement de cette nouvelle transition qu'on s'est apportée, agricole et nutritionnelle. Donc on lance une école du vivant, voilà, avec différents modules qui vont tourner tout autour de cette approche du vivant, donc avec beaucoup d'experts qui vont venir accompagner cette volonté de transmettre, voilà, un peu, je vois nos amis de Rolinco comme une forme d'héritage et des bonnes pratiques pour qu'on puisse former, je dirais, un peu les managers des fermes de demain. Donc Agriterra a cette ambition. Donc l'école, nous la souhaitons opérationnelle au mois de septembre 2025. Là, on est plutôt dans les devis et dans les montagnes de chiffres qui nous tombent dessus sur la rénovation, restauration d'une abbaye. C'est moins marrant sur le terrain. L'idée est bonne, mais après, il faut effectivement la transformer. Donc à côté de ça, bien entendu, on est accompagné de partenaires financiers qui vont œuvrer dans l'année 2024 à nous permettre de financer l'ensemble du projet. Et voilà, pour une ouverture de l'école en septembre 2025. Elle se trouve au sud-ouest de Narbonne, à une quinzaine de kilomètres de Narbonne, donc dans l'Aude, en Occitanie. Voilà, donc un projet qui est important pour nous, qui est un projet phare au regard des 17 années passées entre ma double casquette Accio et Agriterra, et qui est vraiment essentiel, qui est un socle pour nous de toute l'expérience et le pourquoi on se lève tous les matins depuis tant d'années. Donc voilà, on est très fiers de porter ce projet à l'abbaye de Gossan. Très bien, merci. Il nous reste quelques minutes. J'ai peut-être une dernière question pour vous. Peut-être les uns et les autres, chacun dans votre filière où vous
projet. Quel est le plus grand enjeu auquel il va falloir faire face voilà, pour l'agriculture et pour vous, et quel pourrait être un outil de réussite? Peut-être Julien, si tu veux commencer, ou Martin, je ne sais pas, comme vous voulez. Vas-y Martin. Non, mais moi j'en ai un petit peu parlé, mais c'est lié aussi à notre activité. Pour moi, c'est un des sujets, c'est le financement. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de transition, effectivement, mais parfois ça peut avoir un coût. Donc il y a évidemment beaucoup de leviers pour financer la transition. L'agrivoltaïsme en est certainement un très bon. Mais il y en a évidemment d'autres. Je donnerai un exemple parce que nous, on est sur notre ferme, donc on a planté les amandiers. Et donc on a monté un projet de carbone, de labellisation justement de notre séquestration de CO2. Et donc on est un des plus grands projets aujourd'hui du label bas carbone, qui est un label qui a été développé par le ministère au niveau français. Et donc on a évalué en fait le potentiel de séquestration de nos arbres sur 25 ans, ce qui représente environ 4500 tonnes de CO2. Et donc aujourd'hui, c'est en partie donc évidemment grâce à nos pratiques, donc en transitionnant vers le bio, vers de l'agriculture régénérative, qu'on va justement chercher plus de séquestration. Et en contrepartie, ces crédits carbone, on a la faculté d'aller chercher des partenaires qui vont nous soutenir financièrement en les achetant, et donc en nous aidant aussi à refinancer derrière ce qu'on peut mettre en place sur le terrain. Donc c'est un levier, c'est un exemple, comme je l'ai dit, l'agrivoltaïsme. Et donc par ailleurs, voilà, l'enjeu, je trouve que c'est de valoriser aussi tous les services écosystémiques qu'on peut mettre en avant sur une exploitation. On parle souvent finalement du duo entre nourrir et protéger. Et le protéger a parfois un coût, et donc il faut avoir des partenaires qui sont capables de nous accompagner sur le long terme. Donc moi, pour ma part, c'est plutôt l'avenir des plateaux à faible potentiel. Car voilà, il y a 80 ans, c'était des landes non cultivées. Donc sur la partie de Sommernon, 80-100 ans en arrière, c'était tout en genêt, en tout ce type d'arbres, des épines et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, c'est l'avenir de cette exploitation du nord de la Côte d'Or. Donc de pouvoir continuer à nourrir la population sans forcément retourner en friche. Donc voilà, une friche, ça connaît des périodes de feu, ça connaît des périodes de sécheresse, de pauvreté. Donc c'est vraiment l'avenir de nos exploitations en Côte d'Or. Donc c'est vraiment trouver le levier dans l'avenir, donc avec l'agrivoltaïque, avec tout, pour faire cette transition. Voilà. Merci. Bien entendu, il y a plein d'enjeux, principalement pour Agriterra, c'est d'avoir un peu cet écosystème qui soit viable et durable. C'est pourquoi, bien entendu, on œuvre tous les matins. On connaît la difficulté aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, depuis des années, voire des décennies, de la façon dont le monde agricole aujourd'hui souffre. On espère être une des solutions, voilà, et puis de former, transmettre. Pour moi, qui me semble être l'un des enjeux le plus important, c'est la formation et pouvoir transmettre. Voilà. Non, moi je voulais juste dire, on a énormément de chance quand on est dans le secteur agricole aujourd'hui. Alors c'est un peu bizarre par rapport aux manifestations, etc. Mais tout est aligné. Il y a un alignement de planète extraordinaire pour effectuer une transition incroyable. Aujourd'hui, la Terre va évidemment nourrir les hommes, va également produire de l'énergie, le tout en stockant nos excès de CO2. C'est un défi incroyable. Ça répond à peu près tous nos problèmes si on veut être là dans plusieurs siècles. Et la Terre n'a jamais eu cette place-là au sein de notre société. Et les agriculteurs aussi ont un enjeu extraordinaire. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de désert, de genêt, etc. On va régénérer, on va augmenter notre taux de matière organique, on va augmenter le niveau de terre. Donc la petite terre va devenir de l'humus, etc. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a une intelligence végétale qui est incroyable, qu'on connaît très mal. On n'en parle jamais d'ailleurs. Il y a trop de données pour un homme. C'est-à-dire que dans la moindre mode de terre, il y a plus d'êtres vivants que sur toute la planète. L'intelligence, la super intelligence, alors pas celle d'aujourd'hui, mais la super intelligence artificielle va nous aider à comprendre cette intelligence végétale. Et du coup, on n'utilisera plus d'intrants, enfin, en tout cas, pas d'engrais, pas de phyto. On va utiliser ce que fait la nature depuis la nuit des temps, ses propres bactéries, ses propres champignons. Et voilà. Et la terre a été créée par elle-même, enfin par les plantes. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. L'agriculteur, du coup, va être juste en symbiose entre la nature et son territoire, entre ces plantes, le soleil et la terre, et du coup on va régénérer un tas de choses. C'est assez extraordinaire ce qu'on vit en ce moment.
Donc oui, bah alors nous, il y a un enjeu de forme. Ouais, faut pas que ça finisse en queue de poisson, donc et je vais essayer de pas faire de vagues, mais mais du coup, voilà, nous le gros enjeu, c'est de trouver de la main d'œuvre poissonnière parce que le métier a été vraiment voilà, a un peu chaviré. Et quelque part, voilà, on a envie de séduire toute la jeunesse qui se pose la question des métiers d'artisans et des petits modèles économiques comme des commerces qui en fait sont des modèles durables s'ils sont bien faits et s'ils sont faits avec une ressource bien gérée, parce que ça c'est le deuxième gros enjeu, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que voilà, les ressources halieutiques s'appauvrissent énormément, que la pêche est un peu sur le devant de la scène aussi, et donc nous c'est donc pas comme vous tous de travailler forcément sur l'amont, mais c'est d'essayer de créer un aval favorable à un amont responsable, et c'est un peu la mission qu'on se donne, c'est d'essayer d'avoir une distribution vertueuse avec une image qualitative qui met en avant l'humain et en avant la ressource qui est indispensable pour ce beau métier. Voilà. Merci beaucoup aux participants. Est-ce qu'il y a des questions dans cette foule d'assemblée? Sinon, merci pour les participants. Ils sont disponibles pour répondre à vos questions et à très bientôt. Au revoir.